interfère beaucoup avec la vision de l'association des amis de Pierre de Chardin. Donc peut-être là où on est, pour essayer de rayonner sur la vision de construction du monde. Et vous avez sûrement de nombreuses questions à poser. Et bon, il faut commencer par quelqu'un, parce que là, je pense que ça va être temps. J'ai déjà commencé à poser ma question. Oui, donc, moi, je m'appelle Philippe Auferré. Je suis membre du comité de lecture des Côte d'Azur. Je suis content que vous ayez fait cette analyse. Il va de soi que quasiment tous les points que vous avez évoqués, je pourrais les reprendre un par un pour vous dire combien je ne suis pas d'accord avec vous. Mais je vais juste prendre sur un exemple. Le pareil tout à l'heure, il y a un certain nombre d'experts qui n'ont rien vu venir. Alors la question qu'il faut se poser, c'est que vous parliez d'humilité, mais très humble, sont-ils vraiment des experts s'ils n'ont rien vu venir? Voilà, la deuxième chose, mais je ne vais pas aller dans le détail, mais la deuxième chose que vous avez évoquée, c'était les fake news. Certains disent, dont je fais partie, que s'il y a aujourd'hui des fake news, c'est qu'il y a tellement de politiquement corrects qui ont induit un déni de la réalité, c'est-à-dire qu'en gros, avant les fake news, on racontait déjà tellement d'histoires que finalement un peu plus d'histoires ou un peu moins, c'est finalement la même chose. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, mais je vais pas reprendre votre exposé entier. Alors écoutez, sur les experts ou les spécialistes, comment dirais-je, il y a certains événements particuliers qui n'ont pas vu venir. Et je pense que c'est une réalité humaine. Vous avez beau être, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, vous avez dit, vous êtes dans quel... Non, moi je suis retraité, mais j'étais dans les travaux publics. D'accord. Il n'y a pas de surprise. Là. Alors, je pense que vous devriez interroger un certain nombre de personnes qui ont pris leur maison sur la tête et un certain nombre de procès fameux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Le bâtiment et les travaux publics, ça n'a rien à voir. Non. Dans le bâtiment public ou privé, vous avez des architectes qui se sont magistralement plantés, qui ont construit des trucs qui se sont écroulés, des barrages, etc. Et ce sont des experts sur des matières, je veux dire vraiment, voilà. Donc je pense qu'on peut prendre tous les domaines de la société. Vous avez, justement, c'est le propre de l'homme. Nous avons des fragilités. Voilà, c'est le propre de l'homme d'avoir ces difficultés-là. Alors, de dire qu'ils n'ont pas vu venir ces événements stratégiques, moi-même, et de dire qu'on comprend rien, qu'on n'est pas pertinent dans la vie, je ne crois pas. Il faut être capable d'expliquer pourquoi les choses, on ne les voit pas nécessairement venir. Il y en a d'autres qu'on a pu analyser, mais je reconnais que ce début de siècle est extrêmement complexe et qu'il faut reconnaître que pour la suite, comme je ne suis pas capable d'analyser. Sur les fake news, le politiquement correct, j'entends bien ce que vous dites, mais je ne ferai pas le parallèle. Je ne pense pas que les fake news soient une réponse politiquement correcte. Je ne vois pas le lien. Enfin, j'entends ce que vous dites, mais je ne suis pas sûr. Mais je n'ai pas analysé ce point-là encore. Le danger, c'est qu'elles sont très rapidement répandues. Donc, les questions. Alors voilà, Madame dit très justement, c'est qu'aujourd'hui, avec la révolution Internet, le moindre bobard file à toute vitesse. Et l'autre phénomène aussi, c'est qu'on est passé de la société du père au père. On est passé, c'est les sociologues qui analysent ça, nous sommes passés de la société du père de famille, au père PAIR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, je ne suis pas un nostalgique du patriarcat, mais ça veut dire que la parole du père ou de l'expert, qui devient un ex-père, avec un tiret, cette parole de l'expert n'a plus aucune importance. Pourquoi? Parce que les jeunes générations vont beaucoup plus croire leur père PAIR, qui a travaillé un sujet complexe depuis une demi-heure, que tel spécialiste, surtout après vous avoir écouté, en disant de toute façon c'est un con, il s'est trompé, donc son point de vue n'a pas d'importance. Et là aussi, ça aggrave le phénomène. Non pas que les experts ne se trompent pas, je l'ai dit, mais c'est vrai qu'une personne qui a consacré un certain temps à travailler un sujet, eh bien c'est intéressant à écouter, à confronter à une autre personne, parce que c'est pas une parole divine, mais de là à croire plutôt son copain et à se retrouver sur la même communauté internet où tout le monde pense la même chose, c'est un petit peu embêtant. Oui, bonsoir, Patrick Lascoul-Gauthier. Merci pour nous avoir fait part de vos réflexions. Vous ne nous avez pas parlé parmi nos peurs de deux choses qui me paraissent importantes, c'est l'eau
d'une part, et d'autre part, les flux migratoires dont le XXIe siècle peut s'attendre. Je crois que ce sont deux paramètres qui sont essentiels pour le XXIe siècle, et je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas pensé qu'il était utile de nous en parler. Merci. Alors, je crains qu'il y ait beaucoup d'autres sujets dont je ne vous ai pas parlé. Je ne vais pas parler de la menace nucléaire, et notamment des évolutions en Corée du Nord qui me préoccupent pas mal. Alors, les flux migratoires, je les ai mentionnés dans le cocktail de peur. Ça fait partie de ce qui crée effectivement ces tensions et ces interrogations. Ça joue aussi sur la question identitaire, sur le plan réel ou psychologique, mais ça joue nécessairement. Sur l'eau, c'est une vraie problématique, mais je ne suis pas un spécialiste de ce domaine et ça nous entraînerait trop loin. Les flux migratoires, c'est un vrai souci, et la tension, enfin, en tout cas, moi je ressens, c'est, et je me mets à la place des responsables politiques, comment gérer l'aggravation du doute identitaire que ça fait peser, et en même temps l'accueil de certaines personnes, de certaines populations qui non seulement, à mon sens, ont le droit, enfin pas le droit, mais disons, peuvent être accueillis chez nous, et peuvent représenter aussi quelque chose d'intéressant en termes d'apport, d'autres regards, puisque un de mes soucis, et là c'est aussi le colonel de réserve qui parle, qui sert dans les forces spéciales, c'est que ce qui est intéressant, c'est la complémentarité des regards. Dès que vous clonez, je l'ai dit tout à l'heure, dès que c'est le regard des mêmes sur un sujet, vous vous plantez. Dès que vous élargissez le regard, ça apporte des choses. Et donc ce qui est très difficile, c'est comment parvenir à articuler ces deux points. Et je note que l'impact, le ressenti du problème migratoire est parfois plus fort que la réalité. C'est un peu comme le ressenti du froid. On dit, qu'est-ce qu'il fait froid ce matin? Puis en fait, non, il ne fait pas tellement froid, mais on a ressenti le froid. Très clairement, sur les flux migratoires, ces 2 dernières années, ils sont dans une maîtrise infiniment plus forte que ça n'a été il y a 3 ans. Il n'empêche que ça reste un problème et qu'il faut le prendre en compte. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport à des populations qui ont le sentiment de ne plus habiter leur maison, il faut prendre en compte cet élément-là. Mais en disant ça, je n'apporte pas de réponse, et si j'étais en responsabilité, je dois dire que c'est extrêmement complexe d'arriver à gérer ça, et pour le coup, l'Union européenne est le bon cadre pour arriver à se mettre d'accord. Le problème, c'est que il y a un certain nombre de pays européens qui ne sont pas d'accord entre eux, et qui ont des reproches à nous faire, je pense à l'Italie, donc c'est extrêmement difficile. Jacques Pierson, je suis un modeste élu local et un infatigable recoudeur, je ne sais pas trop comment il faut dire. Et je voulais vous poser une question politique un peu directe. Peut-être que ça va vous gêner, mais je vous la pose quand même. Est-ce que selon vous, Macron est un illusionniste messianique autoproclamé, ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui essaie de recoudre le monde? Question que je voulais poser. Bon, votre question est très intéressante et remarquablement formulée, c'est compliqué de s'en sortir. Et, alors, elle me rejoint d'autant plus que je viens de terminer pour les éditions Perrin, donc j'ai écrit Les Présidents et la guerre, 1958-2017. Le livre est sorti pendant la campagne de l'élection de la dernière présidentielle. Donc il n'y avait pas Macron dedans, il y avait les 7 présidents de la 5e. Ces 7 présidents ayant tous porté la tenue militaire à un moment de leur vie. Et Macron a été élu, c'est le premier président de la 5e République à n'avoir jamais porté un uniforme. Porter un uniforme. Puisqu'il est de la génération post-suspension de classe militaire. Et comme le livre a bien marché et que Macron a marqué fortement sa dimension de chef des armées, Perrin sort le livre en poche avec un chapitre Macron qui sera incomplet, parce qu'il n'a pas fini son quinquennat. Et donc je vous livre un scoop, le titre de son chapitre sera un junior jupitérien pour Macron. Et donc ce qui fait que je l'ai rendu la semaine dernière, donc je suis tout à fait sur le sujet. Bon, comment dirais-je, je crois que c'est vraiment quelqu'un qui cherche à coudre. Je crois qu'il cherche à coudre. Je crois que son intention de fond, c'est ça. Ça correspond aussi à quelque chose qu'il partage très fortement avec son épouse.
qu'il l'a fait sur le plan de l'enseignement. Et là-dessus, j'en ai des témoignages indirects, assez directs. Donc c'est vraiment un projet qu'il a, coudre et donner sa chance. C'est ça qu'il a au fond de lui, et essayer de faire en sorte qu'un certain nombre de plafonds de verre puissent sauter pour que des personnes qui ne sont pas nées avec une cuillère en argent dans la bouche ou qui peuvent avoir des difficultés puissent déployer tout leur talent. Je crois qu'il a réellement cette conviction de fond. Et c'est cohérent avec sa défense de l'Union européenne, qui est pour lui il y a des étages finalement dans la construction de la personne. Vous vous construisez vous-même en essayant de développer au maximum vos talents. L'État est là pour vous aider à le faire, essayer de vous donner le maximum de chance. Enfin, l'État, les régions, l'école, les enseignants, etc. Donc il faut faire péter les cloisons, les choses qui emprisonnent les personnes. Il faut libérer les énergies, libérer les intelligences. Donner à chacun sa chance, c'est tout à fait conforme au modèle français, hein, donc je pense qu'il porte réellement cela. Et l'Union européenne, c'est un étage de plus dans la consolidation du tout, dans la construction de cet espace où nous devons pouvoir partager toute une série de choses et qui est en même temps un espace qui doit être protecteur. Donc je note quand même que ces dernières années, y compris dans la bouche de Macron, la notion de protection par rapport aux problèmes migratoires, notamment, il a parfaitement saisi ça. Nathalie Loiseau aussi, la tête de file de sa sensibilité, l'exprime. Europe protection. Donc, je crois qu'il est tout à fait... Enfin, mon sens, je ne le connais pas. Je ne lui ai jamais parlé. Je connais beaucoup de responsables politiques, mais lui, je ne le connais pas. Il est trop jeune. Il était à la maternelle quand j'étais journaliste politique. Donc, voilà. Mais ce garçon a un problème, à mon sens. C'est que il est capable, dans le one-to-one, dans le tête-à-tête, d'une empathie très forte. J'en ai beaucoup de témoignages. À tel point que, pendant la campagne, certains de ses collaborateurs que je voyais sur les sujets défense qui m'intéressaient, je voulais savoir comment il était positionné, me disaient, quand ils voient quelqu'un, quand je pense que tout ça est enregistré, vous savez, ça va valoir très très cher ce que je vous dis. Quand les gens sortent, ses collaborateurs disent qu'ils veulent se marier avec lui. Pour montrer la proximité. Donc, et sur le plan militaire, tous les témoignages que j'ai, notamment autour des blessés, pour un chef d'État, la rencontre avec les blessés au combat, en opération et les familles, c'est quelque chose de très, très difficile. C'est un ajustement. Je l'ai vécu, moi, aux côtés d'un ministre de la Défense. Je l'ai vécu comme officier quand j'étais en Côte d'Ivoire et que nous avons eu un de nos camarades qui a été tué. Le politique, à ce niveau-là, quand il est en contact avec les familles, les blessés, trouver le bon point d'ajustement entre trop de sirop, ou trop de réserve, etc., c'est pas facile. Il a le bon ajustement et son épouse aussi. Et c'est très apprécié. Donc il a cette capacité. Le problème, c'est que quand il est en grand public, il manque totalement d'empathie. Et il sort des trucs. Alors, dans 50 nuances de guerre, qui est sorti l'année dernière, je mets en avant le fait qu'il s'est foutu à dos une partie des chefs d'État africains. Et notamment, je cite Vincent Dujeu, qui est un très bon journaliste des questions africaines à l'Express, qui donne des tas de témoignages, mais on l'avait déjà vu au Burkina Faso, quand il avait fait ce rassemblement, où, pensant faire fun et hip-hop, il y a une coupure d'électricité, il dit rassurez-vous, votre président de la République est là, il allait changer les plombs. Donc en fait, il est en partie responsable des Gilets jaunes, dans le sens où c'est quelqu'un qui, en prise de parole publique, il est dans sa logique de ne pas s'emmerder avec ce qui lui a valu son succès. S'il est président, parce qu'il a dit j'en ai rien à foutre de Hollande, etc., il faut le faire. Et donc, si vous voulez, il y a cette bascule à ce moment-là, et c'est pour ça que, comme souvent, en tout cas c'est moi avec quelques décennies de travail sur ces sujets-là, les êtres humains, nous-mêmes, nous ne sommes pas univoques, nous ne sommes pas monolithiques. On a, si vos familles vous décrivent les uns et les autres, parfois des facettes différentes. Donc, ça n'est pas un illusionniste, en le sens où il ne triche pas, il se prend pour Jeanne d'Arc, c'est sa femme qui l'a dit. C'est elle l'histoire pour
Son épouse, pendant la campagne, a dit « Le problème, c'est que je vis avec Jeanne d'Arc. » Donc, alors, ça peut s'interpréter de façon différente. Ça peut tomber dans la catégorie messianique autoproclamée, ou de dire, bon, parce que c'est un personnage qui, bien avant la campagne, avait longuement mûri ce qu'était la fonction régalienne. Par rapport à Hollande, qui a fait du refus d'obstacles pendant 5 ans, c'est un gars, il a observé le truc présidence comme ça, sauf sur les questions militaires, grâce à Charles de Gaulle. Parce que Charles de Gaulle a greffé sur la Ve République, je vais être très vulgaire, une paire de couilles. Et que quel que soit le président, il est armé militairement, par le cabinet militaire à l'Élysée, par le personnage du Sénat. Vous trouverez tout ça, tout ce que je vous raconte là, sur cette dimension-là, c'est dans les présidents et la guerre, c'est nourri d'anecdotes, de choses que j'ai vécues, etc. Donc Hollande a pu incarner le président chef des armées parce que De Gaulle a structuré un pouvoir présidentiel très fort sur le plan militaire avec une structure intérieure qui le soutient. Sinon, c'est un président qui a fait du refus d'obstacles. Et Macron, qui était en première ligne à l'Élysée pour le voir, c'est quelque chose qui l'a exaspéré. Or, lui, pour des raisons qui lui sont propres, il se perçoit dans cette lignée. Alors, on peut dire, est-ce qu'il est fou? Ou au contraire, est-ce qu'il faut ça pour oser être président? Voilà, donc je pense qu'il est tout à fait sincère, mais d'une maladresse stratégique insigne. Parce qu'au bout de 2 ans de présidence, il est planté. Et il est planté avec des gugus, sont peut-être en train de foutre le feu, je ne sais pas quel bâtiment, à côté. Donc voilà, c'est compliqué. Je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas être trop intelligent. Il est surdoué. Il est très très intelligent. Et le problème, c'est qu'il n'a pas fait de service militaire. Si mes enfants m'entendaient. Merci pour tout ça. Vous avez parlé souvent de guerre, et encore votre livre, Guerre et guerre. Il y a actuellement des courants de pensée sur ces cercles de réflexion qui assimilent notre époque à celle d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Et je me pose la question si, en fait, tout ça ne serait pas réglé par une Troisième Guerre mondiale. Non, mais votre question est tout à fait pertinente. Votre question est tout à fait pertinente. Alors oui, je vous rejoins. Je l'ai d'ailleurs écrit. L'histoire ne se répète pas. Il n'y a pas de. L'histoire, c'est pas une mécanique qui se répéterait, mais il y a quand même un certain parfum années 30 dans la période actuelle. Un certain parfum années 30. C'est pas les mêmes choses, il n'y a pas la même configuration géopolitique, géostratégique, mais en termes d'interrogation, de dislocation, de doute identitaire, de peur, etc. Vous avez des choses, de troubles sociaux, de difficultés à avoir les points de repère. Il y a quelque chose de cette nature. Et puis, malheureusement, il y a aussi un avant 14. L'avant 14, c'est le conflit des grands nationalismes. C'est le conflit des empires, avec les grands nationalismes, nationalisme français, et vous avez aussi le retour avant 14, avec cette volonté impériale. La France est une république, mais c'est un empire, avec l'empire colonial, avant 14. Et donc, alors avec des alliances, d'ailleurs des alliances qui ont changé à certains moments, puisque le dernier message de Bismarck à Guillaume II, c'est surtout n'abandonnez pas l'alliance russe. Hein, l'alliance russe qui apparaissait comme impossible avec la République laïque française. Et finalement, on est parvenu à la faire. Donc, tout ça est assez préoccupant, et tout ça irait plutôt dans votre sens, en disant, ouais, si on cumule l'avant 14 et l'avant 39, on va se taper une Troisième Guerre mondiale. Alors, je ne souhaite pas, je ne pense pas, et, cher monsieur, il y a un grand point que je n'ai pas évoqué, et qui est important, qui change la donne complètement. C'est l'arme nucléaire. Il y a plusieurs points qui changent le passage à la guerre ouverte, parce que vous avez des guerres un peu partout, hein, des guerres armées. Mais l'arme nucléaire bloque encore un certain nombre de choses. C'est pour ça que le problème de la Corée du Nord est sérieux. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que de nos jours, comme dirait le président Macron, les dépenses d'armement, ça coûte un pognon fou, un pognon de dingue. Et donc, les États, je peux vous assurer que demain, l'Arabie Saoudite n'a qu'une envie, c'est mettre la pâtée à la Perse. Et réciproquement. Mais si ces États ne le font pas, c'est que ça coûte du fric. Quand vous analysez la façon dont la Russie a fait la guerre en Syrie, c'est une guerre à l'économie.
ils sont en limite de carburant. Donc on fait des trucs, on met du matériel d'ailleurs pour faire un peu le Bourget aérien russe dans le ciel syrien pour vendre ailleurs, mais on ramène tout de suite les troupes, on fait des économies de partout, parce que ça coûte un pognon de dingue. Et donc, paradoxalement, le fric, le blé, le flouze, aujourd'hui, c'est un facteur de paix dans le passage à la Troisième Guerre mondiale que vous évoquez, qui, à mon avis, n'aura pas lieu, en tout cas pas dans la configuration 1, 2, 3. Ne pensez-vous pas... Michel. Et moi, je voulais voir comment, dans un des points positifs que vous évoquez, comment compléter la sérénité dont vous avez parlé par ce qu'on appelle, pas parler, la non-violence, et continuer en allant beaucoup plus loin que ce qui se passait en 1914 avec les démocraties pacifistes, aller vers des moyens. Et je pense à un penseur français qui est bien dans cette direction, qui est René Girard. Donc, si les présidents et les autres apprennent ce que c'est que la réciprocité, la bonne réciprocité et le désir mimétique, peut-être ils arriveront à démystifier et à faire comme ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne, arriver à achever Clausewitz. Ah là là, oui. Bon, vous avez raison. Macron connaît René Girard, parce que je crois qu'il l'a cité une fois, donc c'est quand même positif. La non-violence. Alors moi je suis un contre-exemple, puisque j'ai servi comme officier dans les Balkans, en Afghanistan, en Afrique, et j'étais armé. Je suis entraîné au tir de combat. Donc je suis un chrétien qui se pose des questions. Hein, voilà. Heureusement que le Christ ne rembarre pas le centurion. Et puis quand j'étais journaliste à la Croix, effectivement, c'était des thématiques qu'on abordait beaucoup avec le Père Delorme, etc. Enfin, ce sont des problématiques. Voilà. Bon, j'ai infiniment de respect pour cela. Le problème, c'est que ma foi est trop limitée pour y croire vraiment. Et vous voyez, dans les années 30, en 1936, il fallait militairement s'opposer à la remilitarisation de la rive gauche du Rhin. Tout de suite. Je viens de terminer le passage Macron, mais je termine la première biographie en français de Rudolf Hess, qui sortira en septembre. Je suis en train de la terminer. Donc j'ai revu toutes ces périodes-là, tous les documents. Ouais, c'est ça le problème, c'est ça qui est compliqué. Quand est-ce qu'il faut être violent? Sachant que c'est totalement contradictoire avec la démocratie. C'est un échec. Être violent, faire la guerre, c'est toujours un échec pour une démocratie. C'est en ce sens que je ne crois pas aux guerres justes. Dans le sens où la guerre est toujours injuste. Mais la guerre injuste, pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir la faire. Mais en tant qu'officier notamment, toujours en se disant, mais c'est pas juste. Donc tu dois t'interroger sur ce qui est fait. Il faut le faire, il faut le faire de cette façon. Mais tu ne peux pas te mettre dans le confort de te dire, c'est juste. Ça me semble problématique. Mais donc voilà, non, vous avez raison, et il faut nourrir ce courant, il faut que les personnes qui croient travaillent là-dessus, avancent. Voilà, ça fait partie des forces immatérielles qui nourrissent, qui font chier Daesh. Bon, alors, je voulais vous poser deux questions. Une première au sujet de Macron. Il y a quand même le fait que dans l'attitude de Macron, il a le souci quand même de respecter la République. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que vous avez cité incidemment parmi les institutions internationales le Vatican, mais je crois que là aussi, il y a un rôle à expliciter de cette institution. Alors, sur le premier point, vous avez tout à fait raison. Le président Macron est tout à fait républicain et je peux vous assurer que dans ce sens que je vous disais que moi je suis très heureux d'être français, c'est une chance incroyable de vivre dans une démocratie, avec toute notre histoire, y compris avec ses phases noires. Donc nous sommes en République, le président Macron est républicain, et donc c'est une excellente chose. Même si le modèle démocratique aujourd'hui est attaqué de partout, et qu'on a du mal à voir comment arriver à réarticuler un besoin de prise de parole, d'action, voilà. Et là-dessus, moi je suis pas du tout favorable au référendum d'initiative citoyenne, des choses comme ça, et je suis un partisan de la 5e République. Bon, écoutez, je sais qu'elle est importante, que la diplomatie du Vatican, parce que le Vatican est comment dirais-je,
par ses représentants, c'est les gars présents dans le monde entier, et jouent un rôle très important. Et ce que j'avais noté, c'était notamment sur l'accord avec Cuba, le fait que la diplomatie vaticane allait jouer un rôle important. Mais là-dessus, je ne suis pas. Il faudrait inviter Philippe Le Villain. Et il y a Solidarność, d'une part, aussi, qui a été là. Oui. Et deuxièmement, effectivement, ça n'a pas empêché que Angelo Sodano, en Amérique latine, s'est comporté comme un salaud. Et je vous cite la page 241 de Sodano. Seulement. D'accord, je ne savais pas. Alors, Yves. Tout d'abord, merci pour votre dernier point de conclusion. Vous nous encouragez à coudre là où nous vivons. Et pour ma part, j'ai vécu une dizaine d'années en Afrique, de laquelle je connais assez bien le terrain. Je suis assez abasourdi quand j'entends les politiques actuelles pour freiner le flux migratoire, se réveiller pour créer du développement en Afrique. Quand on voit le peu d'entreprises qui ont abouti dans ce domaine-là depuis une cinquantaine d'années, on a du mal à y croire. Enfin, dans votre exposé, il y a certainement un fond économique sous-jacent que vous n'avez pas abordé, mais il me semble que développer la paix autour de nous, c'est aussi recréer un tissu relationnel, économique, local sain. Vous avez entièrement Merci. Vous avez entièrement raison, d'autant plus que je vous ai parlé des terreaux favorables au développement du salafisme, du djihadisme, etc. Et véritablement, les groupes salafistes se nourrissent de l'abandon de populations entières en rentrant souvent par le social, d'abord. Et dans un certain nombre de pays, notamment africains, quand vous voyez des zones qui ont été abandonnées par le pouvoir central, je pense à la Centrafrique, le Mali, etc., où vous avez des zones qui ont été complètement délaissées, avec des problématiques d'infrastructure, de santé complets, les salafistes, souvent financés sur fonds qataris ou saoudiens, c'est là où c'est compliqué, pas nécessairement d'État, parce que au Qatar et en Arabie Saoudite, l'État, ça ne veut rien dire. Ce sont des juxtapositions de tribus qui se mettent d'accord pour nommer un prince ou un roi. Et donc, c'est pas du tout l'État français qui donnerait de l'argent, etc. Donc, c'est par des fonds caritatifs. Mais le résultat est que les mouvements salafistes ont des bras de levier financiers considérables, que l'État central du pays n'a plus ou ne veut pas injecter sur tel ou tel groupe avec lequel il est en guerre depuis souvent très longtemps ou en tension. Et donc, finalement, ces groupes salafistes pratiquent l'entrisme, comme le faisait le Parti communiste français, notamment après la Deuxième Guerre, en tapant pas le carton, mais en tapant le pavé contre les mouvements catholiques, d'Action catholique ouvrière, etc. Et les militants communistes faisaient de l'entrisme sur le social. Et avec un dévouement remarquable, en allant aider telle épouse sans travail ou abandonnée, etc. Et derrière, la carte d'adhésion au PC et l'abonnement à l'UMA se faisaient automatiquement. Les salafistes font la même chose. J'avais analysé, notamment dans un autre de mes livres, ce que les talibans faisaient en Afghanistan pour arriver à s'implanter. Moi, je suis allé en Afghanistan 3 fois. Il y avait notamment une problématique pour les jeunes Afghans qui doivent payer une dot. C'est pas la jeune fille qui apporte la dot, c'est le fiancé qui doit en fait acheter la jeune fille. Donc il doit apporter la dot à la famille. Temps de guerre, inflation des dots. Inflation des dots, temps de guerre, pas de travail, difficulté. Les jeunes Afghans, ceinture. Puis on ne va pas en boîte de nuit le soir. Voilà, c'est bon. Vraie problématique. Zone contrôlée par les talibans, imposition de dot tout à fait accessible. Et le père qui en sous-main fait payer plus, on lui casse les genoux. Donc, vous pouvez raconter ce que vous voulez aux jeunes fiancés, jeunes mariés, la démocratie, la liberté, etc. Il n'en a rien à cirer. Lui, ce qu'il voit, c'est que ce sont les talibans qui lui ont permis, etc. Donc, je vous rejoins totalement, vous avez entièrement raison, il y a une problématique économique, sociale majeure, et quand je suis allé au Mali il y a quelque temps,
Malheureusement, les choses ne progressent pas sur le plan des soins, sur le plan de l'éducation des filles, etc. Ça ne bouge pas. Et là, c'est pas simplement la responsabilité de la communauté internationale, c'est une énorme difficulté locale liée à la corruption. Et je suis gêné de dire ça parce que nous on va appeler ça de la corruption, mais vous discutez, je l'ai fait une dizaine de fois, avec des chefs africains tout petits ou beaucoup plus grands, ils ne comprennent absolument pas notre conception. Non, le chef prend, et comme c'est un bon chef, il garde 50%, il redistribue 50%. Et les 50% qu'il garde, c'est la protection qu'il va assurer au clan. Donc qu'est-ce que vous me racontez? Et un chef, à un moment, il va partir, quitter ce... Mais non, le chef, il est chef. Voilà. Donc même le problème de démocratie, de choses, ça n'a pas de sens. Le Mali, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, vous avez un rapport parlementaire. Les rapports parlementaires français sont remarquables. Il y a de très très bonnes choses, c'est absolument... Moi, je les lis depuis 40 ans. Quand j'étais jeune journaliste politique, dans la fin des années 70, je suis toujours nourri des rapports parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat. Toujours remarquable, une source d'information géniale, des informations de première main, y compris quand ils vont sur le terrain. Bon. Rapport sur le Mali, 2015 ou 16. Rapport le chef de rapport était François Loncle, député socialiste. Il dit le problème est indémerdable au Mali, parce qu'il n'y a aucun accord, aucune application des accords de réconciliation entre le Nord et le Sud, il n'y a aucune volonté de développement, parce qu'une bonne partie de la classe politique ne veut absolument pas qu'il y ait du développement. Tant qu'il n'y a pas de développement, il y a du terrorisme larvaire. Tant qu'il y a du terrorisme larvaire, il y a une présence internationale très importante, MINUSMA, la France, etc. Et qui dit présence internationale et française dit... Eh oui, mon colonel, il faut croquer, il faut croquer. Mais il n'y en aura plus après. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut croquer maintenant, tout de suite. Combien de fois j'ai eu ça? Combien de fois? Donc, on est dans ces difficultés-là, et là, l'Union européenne n'est pas suffisamment courageuse. Parce que pour le coup, l'Union européenne a des moyens, a des équipes, a du savoir-faire. Et pourquoi elle ne s'engage pas en Afrique? Elle ne s'engage pas en Afrique parce que la France est injustement accusée de complicité de génocide avec le Rwanda, ce qui est scandaleux. Le seul pays dans cette période-là qui a sauvé des vies de Rwandais, c'est la France, et c'est le général de la Fourcade avec l'opération turquoise. Et donc nos amis européens, quand ils voient ça, ils se disent, attendez, mettre le doigt en Afrique, c'est se retrouver avec une complicité de génocide. Il y a 10 jours à peine, je vous dis, il y a un village qui a été entièrement massacré, passé au fil de l'épée. Quand j'étais officier de la force Licorne en Côte d'Ivoire, on m'appelait en me disant, mon colonel, que fait la force Licorne? C'est scandaleux, il y a eu un massacre de tel village. Le problème, c'est qu'en Afrique, si vous avez, je ne sais pas que vous étiez en Afrique, il y en a quand même de temps en temps. Hein, quand ça monte en pression, ça veut dire, ça y va. Et puis tout le monde y passe. Alors je dis, mais où ça? À tel endroit, vous n'avez rien fait, etc. Je dis, mais cher ami, d'abord, la mission de la force Licorne, c'est d'être en appui des forces de l'ONU. Et par ailleurs, le premier poste de Licorne, il est à 400 km de l'endroit que vous m'avez indiqué, etc. Oui, mais c'est scandaleux, vous n'avez rien fait, je veux dire à la presse, etc. Voilà, le problème de l'Afrique, un continent que j'aime, je suis beaucoup allé en Afrique, j'ai servi comme officier, mais c'est pas comparable à votre expérience. Le problème, c'est ce que De Gaulle disait. L'Afrique est un continent en devenir, et il va le rester longtemps. C'est ça le problème. Merci pour votre présentation très intéressante. J'avais une question. Je suis Jean-Philippe Céleste, je suis de Montpellier aussi. Ah. Vous avez parlé de la Libye, vous avez parlé de l'Algérie, vous avez parlé de la Tunisie. Vous n'avez pas évoqué le Maroc. Et j'ai un ami qui, il y a 10 ans, me disait un ami marocain qui me disait son inquiétude sur le devenir du Maroc. Qu'en pensez-vous? Je partage totalement. Je vous renvoie, alors je suis confus, c'est un peu prétentieux de citer ces bouquins, etc. Mais je vous renvoie à Extension du domaine de la guerre, où j'ai tout un chapitre sur le Maroc. C'est un pays aussi qui se salafise dans les mœurs, y compris dans la partie très éduquée. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans,
quand il y avait des amis qui se recevaient dans, je dirais, les classes marocaines upper class, cultivées, développées, internationales, etc. En arrivant, on s'offrait un bouquet de fleurs, le dernier Goncourt, je sais pas, etc. Aujourd'hui, on s'offre un Coran. Alors, si ça correspondait à une explosion spirituelle, moi, ça ne me pose aucun problème. Moi, je crois dans le fait qu'il y a dans l'islam une très belle spiritualité. Et je crois les moines de Tibérine dans ce qu'ils disent par rapport à ça. Le problème, c'est qu'il y a d'autres petits sujets qui fâchent en islam. À savoir que c'est une religion intolérante là où elle est étatique, qu'il y a la charia, qu'elle ne fait pas la différence avec l'humanité, enfin, il y a toute une série de sujets dont on peut discuter. Mais moi, à côté de la lecture des textes saints tous les jours, je lis Rumi, qui est le chef de file des soufis, qui est extraordinaire, très belle spiritualité. Le problème, donc, pour revenir au Maroc, c'est que si cet échange de Coran, correspondait à une expansion absolument fabuleuse de la prière intérieure, d'une spiritualité, d'un face-à-face avec Dieu, d'une envie d'universalité, etc., je m'en réjouirais. Moi, je me fiche que ce soit l'islam. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout ça. Ça correspond au clanisme identitaire, religieux, auquel des personnes veulent se référer aujourd'hui comme système de défense. Et à ce moment-là, la religion, qui est une offre formidable pour l'homme, de spiritualité, des nations, etc., devient un instrument de combat. Et donc, malheureusement, le Maroc est là-dedans. Et les problèmes de développement sont présents aussi dans ce système-là.